Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est en Iran depuis quelques jours pour prendre part à la 9e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique. Le chef du Parlement ivoirien profite de son séjour pour faire du lobbying pour la Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous parlerons également de l'installation ce mardi pour un mandat de 3 ans et demi du nouveau bureau de la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, présidée par Marcel Siré-Kouassé-Samba. L'actualité, c'est aussi la Syrie où, après l'échec des négociations de paix, l'armée syrienne et les rebelles viennent de conclure ces derniers jours une trêve à Babila. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 18 février 2014. Merci de nous rejoindre sur la chaîne qui rassemble. Guillaume Soro est à Téhéran, la capitale iranienne, depuis quelques jours déjà. Le président de l'Assemblée nationale y séjourne en ce moment pour prendre part à la 9e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique. Avant les travaux de la session ouverte aujourd'hui, Guillaume Soro a fait du lobbying dans la capitale iranienne. Hier, il a visité plusieurs entreprises du pays pour des projets de coopération et d'investissement en Côte d'Ivoire. Michel Digré est notre envoyé spécial à Téhéran. Son reportage. 4 rendez-vous à Téhéran au pas de course pour le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Première escale, une usine de véhicules. Elle produit par an 9500 camions, 6000 bus et 5200 minibus. L'entreprise a déjà fait une incursion sur le marché ivoirien en 2007. Elle entend accentuer sa présence par l'installation d'une usine de montage de véhicules lourds en terre ivoirienne. La délégation s'est ensuite rendue au Centre iranien de géologie, une structure qui existe depuis 100 ans et qui est l'une des plus développées au monde dans le domaine de la recherche minière et du pétrole. Une expertise que les responsables du centre veulent mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire par la formation de géologues ivoiriens. En fin de journée, ce sont les symboles de la Côte d'Ivoire en Iran qui ont été visités. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Téhéran, puis le centre culturel ivoirien, un espace de célébration de toute la culture africaine à Téhéran. Guillaume Soro a effectué le déplacement de Téhéran pour prendre part, comme je le disais, à la 9e session de la conférence de l'Union interparlementaire islamique qui s'est ouverte aujourd'hui même. Une conférence qui a enregistré la participation d'une trentaine de délégations parlementaires aux travaux. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a prononcé un discours relatif au thème de la rencontre « Solidarité, justice et progrès ». Ali Larijani, le président du Parlement iranien, a quant à lui considéré ce rassemblement des représentants de la communauté islamique comme une bonne opportunité pour examiner les plus importants défis du monde musulman, surtout la situation de la Palestine. Vous le savez, Doudou Diène est à Abidjan depuis quelques jours. L'expert onusien a échangé hier lundi avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le point de la situation des droits de l'homme dans le pays et la situation des victimes a été abordé et la remise en liberté provisoire des détenus de la crise post-électorale de 2010-2011 a été qualifiée de progrès considérable par Doudou Diène. Les précisions de Hugues Hervé Blé. Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Doudou Diène est à nouveau en visite officielle. Au centre des échanges qu'il a eus avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la protection des victimes des droits de l'homme et la lutte contre l'impunité dans le pays. Pour l'expert des Nations Unies, ce sont des éléments importants dans le processus de réconciliation nationale, processus qui a besoin d'être consolidé dans l'optique des élections de 2015. Il y a eu des progrès incontestables. Sur le plan institutionnel, la reconstruction démocratique s'est faite sur le plan institutionnel. La justice est en train aussi d'être reconstruite. Mais il y a encore des défis majeurs. Il va falloir faire en sorte, dans la perspective des élections de 2015, que toute la question du jugement de ceux qui ont été libérés ait lieu. Il faut faire en sorte qu'en amont,
la question de l'impunité soit combattue, que l'équité et l'impunité deviennent une réalité. Et à ce moment-là, je pense que les élections de 2015, accompagnées maintenant d'un dialogue politique réel et profond, concret, inclusif et pluriel, peuvent permettre que les élections de 2015, et c'est ça le test ultime, soient des élections apaisées et démocratiquement crédibles. Doudou Diène est en mission de 13 jours. L'occasion pour lui de collecter des informations sur la situation des droits de l'homme avant la présentation de son rapport à la 26e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, session prévue en juin 2014. Après le chef du gouvernement, c'est Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a reçu Doudou Diène. Là encore, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme et le ministre d'État ont abordé les questions de droits de l'homme. Et juste après, Ahmed Bakayoko a reçu le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien de la paix. Le point de ces deux audiences avec Abou Sanogo. Pour ce projet, l'Union européenne va appuyer l'École nationale de police à hauteur de 655 millions de francs CFA. Ces fonds serviront à restructurer le système de formation de la police ivoirienne, d'améliorer les compétences des fonctionnaires de police d'une part et de réconcilier la population avec sa police grâce à un système judiciaire et pénitentiaire efficace et respectueux des droits de l'homme d'autre part. Selon le chef de la délégation de l'Union européenne, le projet de restructuration de l'École nationale de police court jusqu'en 2016. L'Union européenne a souhaité apporter un appui intégrant à la fois la rénovation intégrale du système de formation au sein de l'École nationale de police et la mise en place d'un processus de formation continue tout au long de la carrière des fonctionnaires. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a salué l'engagement de l'Union européenne aux côtés de la Côte d'Ivoire. Ce projet, selon lui, permettra d'établir la confiance entre la police et le citoyen. Si nous voulons changer la police, nous devons aller à la racine. Et la racine, c'est la formation. Et c'est à l'École nationale de police. Nous attendons des résultats. Nous souhaitons que ces résultats soient concrets, qu'après ces 30 mois, que tout le monde puisse dire que quelque chose a véritablement changé à l'école de police, tant au niveau de l'environnement, du cadre de travail que du contenu. L'appui financier des partenaires au développement permettra d'accroître la capacité de l'École nationale de police qui dans 36 mois sera dotée de 12 nouvelles classes de 50 places, d'un amphithéâtre de 400 places et d'un centre de santé. Vous avez pu vous en rendre compte, il s'agissait plutôt de l'appui apporté par l'Union européenne à l'école de police et c'était commenté effectivement par Abou Sanogo. Dans l'actualité judiciaire ce soir, l'installation pour un mandat de 3 ans et demi donc de la CCJA, le nouveau bureau de la Cour commune de justice et d'arbitrage a été installé ce mardi par Niedema Coulibaly, le garde des Sceaux. Le président est Marcel Serekwa Samba et le mandat de ce bureau, comme je vous le dis, est de 3 ans et demi. Niedema Coulibaly invite les juges à rendre des décisions justes et transparentes selon les textes de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Francis Boifou. Le procès verbal qui fait du Centrafricain Marcel Samba, le nouveau président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, a été signé ce mardi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Le président, ses 2 vice-présidents et les 6 juges qui devront désormais présider aux destinées de la Cour ont été officiellement installés par le ministre Niedema Coulibaly. Nous ne pouvons que souhaiter à cette juridiction d'accomplir sa mission dans le respect des engagements des pères fondateurs, celui de faire en sorte que la différence originelle soit fusionnée pour que l'espace OHADA devienne un espace unique. C'est donc construire une jurisprudence de référence, rendre des sentences arbitrales de qualité. 161 affaires reçues en matière contentieuse, 125 décisions rendues, 15 affaires reçues en matière arbitrale, 9 décisions rendues en 2013. Le nouveau président a l'ambition de faire la promotion de son institution durant les 3 ans et demi de son mandat. La Cour commune de justice et d'arbitrage est un organe essentiel
de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Son rôle, assurer une application et une interprétation commune de la législation uniforme adoptée par le Conseil des ministres des 17 États membres d'Afrique. Afoussiata Bamba Lamine renoue le contact avec les entreprises de presse, un contact qui avait été suspendu pour raison de contrainte de la ministre. La ministre donc de la Communication s'est rendue ce mardi dans les locaux des groupes Cyclone et la Refondation, éditeurs de journaux proches de l'opposition. Occasion pour exhorter les membres des rédactions visitées à plus de professionnalisme. La ministre de la Communication dans les locaux des groupes de presse, la Refondation et Cyclone, éditeurs respectifs des journaux Notre Voix et LG Info, puis Le Temps. Afoussiata Bamba Lamine reprend ses prises de contact avec la presse, initiée à la suite de sa nomination fin 2012 pour s'imprégner des conditions de travail des journalistes. Une visite historique, diront les patrons des groupes à la Refondation et Cyclone, puisque la première d'un membre du gouvernement depuis 1990. Ses responsables, notamment César Etou, par ailleurs président du JV11, en tant des journaux victimes du 11 avril, saisissent l'occasion pour souhaiter réparation des dommages subis par leurs entreprises du fait de la crise post-électorale. En réponse, la ministre de la Communication explique les efforts en cours de déploiement par le gouvernement. Afoussiata Bamba Lamine exhorte les concernés à lui emboîter le pas sans violence et dans l'union. Il y a pas mal d'organes de presse aussi qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc il serait bon d'envisager une action d'ensemble pour que le gouvernement, lorsqu'il regardera effectivement le dossier de toutes les victimes de la crise post-électorale, puisse y apporter une solution. Nous allons appuyer autant que faire se peut à l'aboutissement de ce dossier-là. Sur le processus de réconciliation, Afoussiata Bamba Lamine appelle les journaux proches de l'opposition à plus de professionnalisme et de responsabilité. Le journaliste, par sa plume, peut enflammer et par sa plume peut aussi apaiser. Donc il est important que la presse joue réellement son rôle, de promouvoir la démocratie, de réconcilier les Ivoiriens parce que nous sommes dans un contexte particulier. Le gouvernement, d'un côté, a entamé donc des négociations avec l'opposition. Le rôle donc des journalistes de la presse écrite, c'est d'accompagner le travail qui est fait tant par le gouvernement que par l'opposition. Cette visite de la ministre de la Communication aux journaux proches de l'opposition constitue la première étape de la reprise de ces prises de contact avec la presse ivoirienne. Elle va s'étendre les jours prochains aux autres organes de la presse privée, ceux du public ayant été visités avant la suspension en 2013 de son programme en raison de nombreuses contraintes. Le reportage est signé Léon Prou. Suite à la déclaration du bureau exécutif de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, dénonçant le gel du compte de l'UNJCI et l'annonce de la tenue prochaine d'un congrès par le conseil d'administration. Le dit conseil a pondu aujourd'hui une déclaration dans laquelle il maintient sa position. Cependant, suite à une médiation, les deux parties se sont accordées. Bientôt, elles donneront leur position commune. L'entente est désormais de mise. 225 francs CFA, c'est désormais le prix Borchamp du kilogramme d'anacarde pour 2014. Il a été annoncé hier par le Conseil du coton et de l'anacarde. Après le lancement officiel de la campagne, Mamadou Sangafoua Koulibaly a animé un point de presse. Le ministre de l'Agriculture a, au nom du gouvernement, mis en garde les acheteurs qui ne respecteraient pas ce prix homologué Borchamp de l'anacarde. On retrouve Francis Boifo. Aucun kilogramme d'anacarde ne doit traverser les frontières ivoiriennes en direction des pays voisins durant la campagne 2014 de la filière et qui fixe le prix Borchamp du kilogramme de la noix de cajou à 225 francs CFA. C'est une mise en garde du ministre de l'Agriculture aux producteurs et acheteurs. Désormais, nous avons demandé au Conseil de tracer tous les acteurs. Plus personne ne viendra, par ces heures perdues, être acheteur ou vendeur de noix de cajou. C'est terminé. Donc, ce sont des professionnels. Vous avez des cartes, depuis les pisteurs jusqu'aux exportateurs. Celui qui ne joue pas son rôle, mais il va concourir des sanctions administratives. Du fait de la crise ces 10 dernières années, ajoute le ministre, plusieurs kilogrammes de noix de cajou partis de la Côte d'Ivoire ont été vendus au Ghana, favorisant du coup la fuite des opérateurs économiques vers ce pays frontalier. Mamadou Sangafoua Koulibaly invite ces opérateurs économiques
à revenir investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est quand même le deuxième pays producteur mondial. C'est ici qu'il faut installer les unités. Donc je travaille avec mon collègue de l'industrie pour qu'en plus du code des investissements, qui est déjà attractif, qu'on puisse examiner des facilités spécifiques en ce qui concerne votre métier. Aux paysans, le ministre de l'Agriculture demande de fournir des produits de qualité pour permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir au moins sa place de deuxième producteur mondial. Mésentente et discorde, c'est fini. Les habitants du village d'Abobo-Doumé ne s'opposent plus à la construction du nouveau débarcadère dans leur village. À l'annonce du projet, ils avaient manifesté des réticences, craignant d'en être exclus. Le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques leur a rendu visite et a dissipé les craintes. Une première pierre qui sera posée, vous le savez, par le roi du Maroc, Christelle Menant. Le village des pêcheurs, projet de modernisation de l'actuel débarcadère d'Abobo-Doumé, verra bien le jour. Rien ne s'y oppose depuis que le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques a rencontré les autochtones réticents. Il a été reçu par la chefferie et quelques représentants des générations Tchagba et Doubo. Ces derniers ont présenté des conditions d'adhésion au projet. Nous savons que ce projet va permettre donc un développement, un principe très harmonieux du village. Cependant, étant donné que c'est le poumon financier du village, nous ne pouvons donc ne pas préciser un certain nombre d'éléments. À savoir que dans ce partenariat, il faut que le village sorte gagnant et que l'État de Côte d'Ivoire soit aussi gagnant. Kobena Adjoumani, notant les doléances des villageois, a présenté des garanties, notamment la prise en compte de leurs préoccupations dans l'exécution du dit projet. Les parents n'avaient pas compris notre message puisque pour eux, en venant implanter une telle bâtisse, le souci c'est de leur arracher leur terre. Mais au contraire, nous les avons rassurés pour dire que le projet est bénéfique pour eux. Il est réalisé pour l'État de Côte d'Ivoire, donc pour les populations. Les travaux de préparation de la cérémonie de pose de la première pierre peuvent donc être entamés. Première pierre qui devrait être posée par le souverain marocain en visite officielle bientôt dans le pays. Le royaume chérifien finance le projet de village des pêcheurs qui verra la modernisation de l'espace actuel de 3 hectares servant au débarquement et au fumage du poisson principalement par les autochtones. Il y est prévu la construction d'unités de fabrication de glace et de stockage sécurisé des produits de pêche. Un espace approprié au fumage du poisson devrait être aménagé, ainsi qu'une place de criée pour la vente du poisson et une garderie d'enfants. Le président Alassane Ouattara affiche une volonté manifeste d'améliorer les conditions de vie des populations à travers l'exécution du programme présidentiel d'urgence. Il mérite d'être encouragé. C'est en tout cas l'avis de la Confédération des unions nationales d'ONG africaines. Elle vient alors d'instaurer un prix d'encouragement pour booster la lutte contre la pauvreté. David Mobion. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbassongo a été le premier chef d'État africain à recevoir le prix de la lutte contre la pauvreté en Afrique, prix attribué par la Confédération des unions nationales d'ONG africaines. Nous étions dans un pays qui a traversé 32 ans de sa vie dans la pauvreté, qui était la Guinée équatoriale. Une pauvreté inimaginable. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, la Guinée équatoriale a eu du pétrole. Et le président guinéen, avec cet argent, a dit, comme je suis un enfant de pauvre, et que je suis sorti moi-même de la pauvreté, je vais mettre cet argent à la disposition de mes frères. La Confédération des unions nationales d'ONG africaines reste convaincue qu'au nombre des causes des conflits sur notre continent figure en bonne place la pauvreté. En Côte d'Ivoire, pour améliorer les conditions de vie des populations, des actions ont été entreprises par le gouvernement. L'exemple du programme présidentiel d'urgence mis en place pour exécuter des projets, entre autres, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de création d'emplois. Projets qui ont pour objectif d'améliorer le vécu quotidien des populations en Côte d'Ivoire. Cette vision sociale du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, en faveur de la réduction de la pauvreté, mérite d'être encouragée, soutenue, selon l'Union des ONG africaines. Nous avons dit qu'il faut donner un prix au président Alassane Ouattara. C'est un prix d'encouragement. À moins de 4 ans, on a le pont.
le troisième pont. On a l'échangeur. On a l'autoroute qui est finie. Ce sont des programmes macroéconomiques. Les programmes macroéconomiques ne se sentent qu'à la longue. Après donc le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, le président Alassane Ouattara recevra ce prix décerné par la Confédération des Unions nationales des organisations non gouvernementales africaines. Le conseil municipal de Tafiré œuvre pour la consolidation d'un climat de paix et de cohésion sociale. Cette vision d'unité des filles et des fils pour le développement de leur localité a donné droit à une journée de retrouvailles à laquelle ont pris part plusieurs ministres. C'est un commentaire de la rédaction de RTI Boaké. Chômage des jeunes, manque d'infrastructures publiques et mésentente entre les cadres de Tafiré, tels sont les mots qui minent le développement de la sous-préfecture de Tafiré. Face à cette situation, le conseil municipal a initié une fête de la fraternité dénommée Fête du Rassemblement. Cette première célébration du genre répond à l'une des priorités du conseil municipal, celle de l'instauration d'un climat de paix et de cohésion sociale dans la région. L'honorable Soguna Bamba, député des circonscriptions de Badika, de Nédéka et de Tafiré, le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Bamba Cheikh Daniel, représentant le ministre d'État Ahmed Bakayoko et le ministre d'État auprès du président de la République Aoussou Kwadjo Jano ont salué la mémoire des bâtisseurs de Tafiré. Ces invités de marque ont exhorté les filles et fils de Tafiré à la tolérance, au pardon mutuel et à l'union fraternelle en vue de taire leurs divergences pour promouvoir un seul idéal, le développement promis aux populations. Ces retrouvailles ont donné des résultats positifs à la commune, à savoir la réhabilitation du centre culturel, l'ouverture des voies, la pose de la première pierre du poste de police et un financement de 83 millions de francs CFA de la part du Fonds national de la jeunesse octroyé aux jeunes de Tafiré pour la mise en œuvre d'un projet risicole. Cet appui a été obtenu grâce aux efforts du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Michel Lobognon. Élu le 21 avril 2013, le conseil municipal de Tafiré, dirigé par Koulibaly Sungalo Charles Sanga, a par la même occasion fait sa rentrée solennelle. L'investiture du maire a été le clou de cette cérémonie. Direction le Maroc, à Marrakech précisément, cette ville de 909 000 habitants, la quatrième plus grande du pays, après Casablanca, Fès et Meknès. La ville est divisée en deux parties distinctes, la Médina ou ville historique et la ville nouvelle. Un site de la ville de Marrakech est même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La rédaction de RTI 1 vous propose un gros plan de Marrakech avec Franck Quadio, notre envoyé spécial sur place. À travers les vitres du car nous transportant de Casablanca vers Marrakech, une plaine, 236 km de relief varié. Ici commence Marrakech et ses célèbres palmiers, la ville ocre, couleur de la terre, fondée en 1062 par Youssef ibn Khafni, roi de la dynastie berbère des Almoravides. Quatrième grande ville du Maroc après Casablanca, Fès et Meknès, Marrakech est divisée en deux. La ville nouvelle et le quartier historique de la Médina, classé depuis 1985, patrimoine mondial de l'UNESCO. La Médina, le centre névralgique de la ville historique de Marrakech. 600 hectares de sites pittoresques. On y voit des remparts datant du XIIe siècle. Ils conservent encore leur attrait. Plusieurs places fortes et des palais devenus des musées, à l'exemple du palais Bahia, symbole de l'architecture caractéristique des palais du XIXe siècle. Il y a la place Djama F. Afna et sa mosquée, dominée par ce minaret de plusieurs mètres. De quoi favoriser le tourisme, source de devises, et laisser rêveur le ministre de la Culture, Maurice Bandama. Ce que nous voyons ici est pour moi l'occasion de lancer un appel à nos architectes pour que dans la conception des monuments, des plans des monuments, ils puissent y intégrer notre patrimoine national. Marrakech, un exemple à suivre donc jusqu'au bout des ongles. Tout est fait pour appâter le touriste. Les charmeurs de serpents, des musiciens ambulants et ces charrettes aux couleurs affriolantes pour couples amoureux. Sans oublier les souks. Il y en a 18 à Marrakech, de véritables cavernes d'Ali Baba.
Le FEMUA 7, ou la 7e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, se tiendra à Abidjan du 1er au 6 avril prochain. Le commissaire général de ce festival, Traoré Salif, dit à Salfo, a procédé au lancement du festival il y a quelques jours au siège de l'UNESCO à Paris. L'initiateur de ce festival et ses partenaires ont posé les jalons de cette 7e édition lors d'une cérémonie avec la presse. Il sera question cette année de la mise en place des projets d'alphabétisation, d'ateliers de formation sur des thèmes spécifiques, notamment le renforcement des capacités des acteurs de l'industrie culturelle, des stages de formation des jeunes au métier de la mode. 2 personnes ont été tuées et 33 autres légèrement blessées lors d'émeutes à Conakry. Ce mardi 18 février, ces violences ont eu lieu à la suite du manque chronique de courant électrique en Guinée. Des milliers de jeunes gens ont laissé éclater leur colère dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry où les forces de l'ordre déployées en masse ont affronté les manifestants. Par centaines dans les rues de Conakry pour dénoncer les coupures de courant qui plongent la ville dans le noir depuis 3 mois. Jeunes et forces de l'ordre face à face, jusqu'au drame. Un camion de gendarmerie encerclé par la foule écrase un manifestant. Un gendarme est tué à son tour. 2 morts confirmés, une trentaine de blessés et des manifestants très en colère. Ça fait combien de mois nous n'avons pas le courant? On en a marre de l'obscurité maintenant. Ça fait 4 mois, on n'a pas de courant. On est fatigué. On dit au professeur à la faculté de nous aider. Les enfants, nos enfants sont à l'école. Il y a d'autres qui... Pour ce problème technique indépendant de notre volonté. Allons en Syrie. Alors qu'à Genève, les négociations de paix en Syrie, justement, se sont soldées par un échec. L'armée syrienne et les rebelles ont conclu ces derniers jours des armistices dans la majorité des localités autour de Damas, dont Babila. Après plus d'1 an et demi de batailles féroces dans et autour de la capitale, les forces de l'armée et les rebelles sont arrivés à un compromis au terme duquel aucun des belligérants ne peut clamer victoire. Ces trêves ont été négociées par des personnalités politiques ou des hommes d'affaires originaires de ces localités. Selon une source au sein des services de sécurité ainsi que les rebelles, l'accord permet l'entrée de nourriture dans ces localités frappées par la disette. En échange, les rebelles ont rendu leurs armes lourdes et hissé le drapeau officiel syrien. Jusqu'à présent, les accords concernent seulement certains quartiers de Damas, mais des négociations étaient toujours en cours de finalisation hier lundi. Je vous demande maintenant d'aller en Iran, en Irak, en Thaïlande et en Australie. C'est en bref et c'est en images. Coup d'envoi des négociations sur le nucléaire iranien. Après la percée historique de novembre, l'Iran et les grandes puissances se sont retrouvés ce mardi à Vienne. Objectif, tenter de mettre fin, une fois pour toutes, à leur conflit sur le programme controversé de Téhéran. Des discussions délicates sur fond de scepticisme. Avant même leur ouverture, le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a jeté un froid en déclarant qu'elle ne mènerait nulle part. 10 attentats à la voiture piégée le même jour en Irak. Ils ont touché Bagdad et le sud de la capitale. Bilan, une vingtaine de morts qui s'ajoutent aux 22 personnes tuées la veille. Cela fait plus d'1 an que l'Irak est confronté à une nouvelle vague de violence. Situation très tendue en Thaïlande. Ce mardi, la police anti-émeute a tenté de reprendre par la force des sites bloqués par des manifestants depuis des semaines. Elle s'est heurtée à une très forte résistance. Bilan 4 morts, dont un policier. Autre coup dur pour le gouvernement, la commission anticorruption a décidé d'inculper la première ministre Yingluck Shinawatra pour irrégularité, ce qui pourrait conduire à sa destitution. 1 mort, près de 80 blessés. C'est le bilan des émeutes qui ont éclaté dans un centre de rétention au large de l'Australie. Un centre situé sur une île de Papouasie-Nouvelle-Guinée mais géré directement par l'Australie. Conformément à la ligne dure adoptée en matière d'immigration,
l'Australie renvoie systématiquement les réfugiés arrivés clandestinement sur son territoire vers des centres isolés dans le Pacifique. Au Venezuela, des partisans et des opposants au président Nicolás Maduro sont descendus dans les rues ce mardi, près d'une semaine après les violentes manifestations d'étudiants qui avaient fait 3 morts, plus de 60 blessés et de nombreuses arrestations. Une situation qui révèle une extrême polarisation du pays. Il s'agit de part et d'autre de démonstrations de force et de la première contestation d'une telle ampleur contre le président Maduro depuis son élection en avril dernier dans le pays qui possède, avec l'Arabie Saoudite, les plus grandes réserves de pétrole au monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci. Bonsoir.